Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle émission dans lequel alors, je vais parler un petit peu du principe de l'émission, qui est une émission donc sur le panafricanisme et donc qui est organisée par la section PAMA. De la communauté intermédiaire. Donc l'idée bien sûr de cette émission c'est de recevoir tout le temps un invité sur un thème précis qui concerne bien sûr l'Afrique au sens large. Donc quand je parle de l'Afrique, ça correspond bien sûr à l'Afrique noire, mais aussi à l'Afrique, le Maghreb. Donc vraiment l'Afrique dans son entièreté. On y intègre, on essaye de voir toutes les, aussi bien les bonnes choses qu'il peut y avoir en Afrique, les possibilités, les évolutions, aussi bien que les difficultés, les problématiques. Et on va, au fil de ces émissions, avoir des intervenants, tous forcément qu'on va choisir en fonction du sujet pour savoir un petit peu, connaître un petit peu déjà leur parcours, ce qu'ils ont fait et savoir un petit peu quelle est leur idée, leur vision vis-à-vis de cette problématique en particulier. Aujourd'hui, on va aborder notamment le sujet de la remigration. Alors, on a vu que de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est plutôt récent, mais on s'aperçoit que c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent, où on a pas mal de frères de la diaspora, de personnes, de fils d'immigrés, qui décident de retourner en Afrique pour y vivre ou pour faire du business, pour faire pas mal de choses. Donc comme on a vu que c'est un sujet qui commence à être de plus en plus important, donc on s'est dit que ça serait intéressant de l'aborder. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir comme invité notre cher frère Mamadou Konté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais très très bien, merci. Très bien, très bien. Et j'ai notre frère Ibrahim Sab, salam alaikum, qui a le plaisir de m'accompagner dans cette émission. Faut pas me laisser tout seul. C'est ça, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous l'avez vu, le principe de l'émission, c'est vraiment en format podcast. On est vraiment sur ce principe d'être un peu léger. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder ce sujet, de voir un petit peu votre vision. Et ce qu'on va faire donc déjà dans un premier temps, si ça ne vous dérange pas, je préfère qu'on ait plutôt un discours un peu plus léché. Donc on va se tutoyer. D'accord. Okay. Donc ça va tout le monde. Donc Mamadou, donc déjà c'est un plaisir de t'accueillir ici parmi nous, et de nous avoir fait aussi l'honneur de venir et d'avoir pris un petit peu de temps pour consacrer à cette émission. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je demanderai que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu, surtout tu me fasses une brève présentation de toi, de ton parcours, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent savoir un petit peu qui tu es. Je m'appelle Mamadou Konté, je suis dans la vie de toujours, je suis éducateur spécialisé, je suis aussi entrepreneur dans l'automobile et aussi dans le milieu social. D'accord. J'ai un parcours assez atypique, dans le sens où c'est vrai que je me suis plusieurs fois réorienté pour trouver un petit peu pour essayer de trouver un petit peu mon chemin. J'ai commencé dans le début des années 2000 à avoir eu la fonction d'aide-soignant, et ensuite les choses de la vie ont fait que au final je me suis marié, et ensuite je suis passé à grutier. Ouais. Donc dans le bâtiment, ce qui n'a strictement rien à voir. Ouais. Donc je suis resté quand même pendant 8 ans en étant grutier, les grutiers à Tours là. Et ensuite là aussi je me suis réorienté, et là je suis donc de grutier passé maintenant à éducateur spécialisé. Non, même pas. Il y a encore une autre chose après ça. Donc après avoir été grutier, là j'ai monté une société de transport. D'accord. Qui est d'ailleurs toujours active. Et de là, c'est là que je suis passé éducateur spécialisé. Alors, ce grand écart entre le transport, grutier, éducateur spécialisé. Disons que c'est un milieu qui m'avait toujours intéressé, parce que bon, le social, c'est un milieu qui m'avait toujours plus ou moins intéressé. Donc, disons que là, je suis rentré en étant éducateur spécialisé. J'ai eu un pied dedans, mais j'aurais même dit que c'était du par hasard. Ouais. Je suis rentré en étant non diplômé. Et c'était un ami qui avait besoin de dépannage, qui disait que moi, mon profil, ma façon de penser, mon caractère faisait que possiblement c'est quelque chose qui pourrait éventuellement m'intéresser. Il voulait que je les dépanne quelques jours. Le quelques jours s'est transformé
Plusieurs années. À 6 ans. Ah oui, d'accord. À 6 ans. Ok. Oui, voilà. C'est devenu finalement une vocation, en fait. C'est devenu vraiment, véritablement une vocation. Ça m'a permis, moi, en tout cas, d'être une sorte d'éponge et acquérir le maximum d'expérience que j'aurais voulu acquérir, ainsi que de compétences, ce qui a fait que par la suite, j'ai repris mes études pour donc avoir mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé et ma licence en sciences de l'éducation. D'accord. Donc oui, très tardivement, tout en sachant que moi, le milieu scolaire, quand j'étais plus jeune, c'était quand même assez compliqué. Ouais. C'était quand j'étais primaire et Mais collège. preuve en est que en fait on peut très bien jamais. Il y a toujours une possibilité de revenir par la suite. Toujours. Ceux qui ont été en système d'échec ne veut pas dire que finalement c'est fini quoi. Exactement. Quand on passe de aide-soignant à grutier, je pense que tout est possible après Tout est ça. possible. Oui, voilà, parce que j'avais une certaine vision des choses en me disant je sais très bien combien sont payés les aides-soignants, je sais très, très bien que c'est très très compliqué, le milieu où ils travaillent, et j'avais toujours un objectif de me dire moi de compter mon caddie à la fin du mois, je veux me marier. Voilà, j'ai toujours eu cette vision de me dire faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même pour que je puisse avoir un foyer assez stable. Donc c'est vrai que le salaire entre un aide-soignant et un grutier, il y a un grand fossé, c'est strictement rien à voir. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, et en ayant cette fonction d'aide-soignant sans pour autant être diplômé aussi. Disons que je suis resté 1 an, et grutier je suis resté 8 ans, ce qui m'a permis justement de concrétiser énormément de projets que j'avais déjà en tête. Mais justement, petite question pour voir un petit peu par rapport à ton parcours. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais une aspiration? Il y avait quelque chose que tu voulais faire ou tu n'avais pas d'idée quand tu étais justement Alors oui, à l'école oui, j'avais une aspiration. Il y avait quelque chose que je voulais faire en étant plus jeune qui m'a par la suite découragé, mais ça c'était la suite de mon environnement, où j'ai donc grandi. Au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que ça ne pouvait pas forcément être possible. Quand j'étais plus petit, je voulais être policier à la base. Ah oui. C'est le rêve de tous les enfants. Alors, petits, là, tu jouais au gendarme au voleur, toujours le gendarme. Être policier, grandir dans un quartier. Ouais. C'est pas être entouré de copains ou qui ont un discours. On connaît tous le discours en quartier, etc. La vision quand les jeunes sur la police, oui. Après, il y a eu ça, et ensuite, il y a eu, comme je disais, le milieu scolaire, c'était assez compliqué, parce qu'avec les professeurs, j'ai pas forcément de bonne expérience dès la primaire, qui a fait que je sais que ça m'avait beaucoup atteint par rapport à certains comportements. Ouais. Les professeurs pouvaient éventuellement avoir. Voilà, aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais avant, quand un professeur tapait, il tapait. Vous voyez, si vous voulez vous mettre un petit coup de pied aux fesses, il vous le faisait. Si vous voulez vous mettre une gifle, il le faisait. Simplement parce que vous avez écrit votre nom sur la marge au lieu de l'écrire correctement. Donc ça m'avait beaucoup affecté, moi, en étant petit. Ce qui a fait que je suis rentré en échec scolaire pendant très longtemps. Mais en ce temps-là, on ne prenait pas forcément en compte l'aspect où les enfants ont ce genre de difficultés et se dire qu'ils ont peut-être une peur d'aller à l'école. Moi, j'avais vraiment une boule au ventre. Quand j'étais petit, on m'appelait Maladou. Ah oui, parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Mais véritablement, j'avais très souvent mal au ventre. Les gens me disaient, il nous invente des choses, lui. Et en fait, non, j'étais en très grand stress, et ce qui m'a mis en échec. Mais la maturité, parce qu'après, je me suis réellement pas réveillé, mais quand on prend de la maturité sur les choses et qu'on essaie d'avancer, moi, c'est au moment où j'ai vraiment pris de la maturité que j'ai commencé un petit peu à me reconcentrer sur mes études. Et ensuite, comme je disais, une fois que je suis rentré dans la vie active, je me suis dit, foutu pour foutu, autant que je fasse des boulots que je n'apprécie pas forcément. Mais qui vont en faire rentrer de l'argent. Mais qui vont en faire rentrer de l'argent et qui m'aideront forcément à avancer. Et c'est quand je suis rentré dans cette vocation que je me suis dit... Après, c'est une vision, parce que le milieu social, c'est assez particulier, je dirais. Ah oui, non, mais c'est quelque chose, c'est justement, il faut aimer. Faut aimer. C'est quelque chose d'assez dur. Faut aimer, et c'est assez particulier, parce que si vous n'êtes pas forcément diplômé, ils ont un regard un peu... ils ont un regard... Condescendant ? Ouais, beaucoup de ça. Alors, est-ce que c'est à cause de ça, justement, où après tu as voulu faire des études pour avoir un diplôme? Est-ce que c'est ça qui a eu le déclic pour te relancer là-dedans? Alors, en toute sincérité, c'est parce que je voulais aussi avoir cette légitimité.
De pas de la personne en se disant il s'appelle Mamadou, il n'est pas diplômé. Ouais, un peu le il grand sait y frère, faire, un peu le... voilà, le... il sait y faire sur les choses. Il a, enfin, on répétait souvent que en disant il a un savoir-faire, mais c'était du reste à ta place. D'accord. Vous voyez, c'était du reste à ta place. Ça, moi, à un moment donné, ça me correspondait pas du tout. Donc j'ai passé, donc c'est à ce moment-là que j'ai repris un petit peu les choses et que je me suis dit, je voulais absolument cette légitimité et je me suis remis dedans, j'ai eu mes diplômes et puis voilà. C'est très très bien. Et ça c'est d'ailleurs un modèle, je pense, pour les jeunes, pour tous ceux qui nous regardent, de persévérance, de savoir qu'effectivement, même si on peut être en échec scolaire, rien n'est fini, il y a d'autres possibilités. Donc, d'ailleurs, beaucoup, on le dit aujourd'hui. Bon, nous, on avait tendance, en tant que par rapport à nos parents, ils ont des rêves pour leurs enfants. Et souvent, c'est quoi, médecin, avocat. Ils espèrent que leurs enfants arrivent à ces métiers-là. Et ils n'ont pas forcément derrière l'idée que on peut aussi s'accomplir en étant entrepreneur, en travaillant même dans des métiers, on va dire, de la plomberie, que ce soit dans la plomberie ou dans des métiers manuels, mais derrière monter sa société. Et puis il y a d'autres trucs qui ont réussi comme ça. Je voudrais revenir maintenant sur votre lien, justement, sur ton lien avec l'Afrique et ton pays d'origine. Donc toi, tu es de quelle origine déjà? Alors mon père et mes deux parents sont maliens de base, sauf que ma mère, mon grand-père du côté de ma mère, donc mon grand-père maternel a donc émigré au Sénégal. D'accord. Ce qui fait de ma mère d'une Sénégalaise. Donc au final, moi, c'est mon père malien, ma mère sénégalaise, mais d'origine malienne. D'accord. Et t'es donc français de première génération, de deuxième génération? C'est tes parents qui sont venus ici en France? Mes parents sont venus ici en France. Ils sont venus en France. Mon père était là depuis les années 60. D'accord. Quand il est arrivé en France en 64. Et ma mère est arrivée en 73. Donc toi, t'es né ici? Moi, je suis né ici. T'es né en région parisienne? À Créteil. À Créteil. Donc t'es resté à Créteil. Je suis resté à Créteil. Comment on les appelle? Les cristalliens? Les cristoliens. Les cristoliens. Exactement. T'es un cristolien. Et j'ai déménagé très récemment, donc je ne suis plus un cristolien. D'accord. Mais je suis pas très loin quand même. D'accord. C'était très à proximité. Donc ouais, donc du coup, et tu as depuis ta tendre enfance, on pourrait dire que tu as toujours gardé ce lien avec ton pays d'origine, de point de vue traditionnel, culturel. Tu y allais souvent? Tu y allais souvent? À vrai dire, moi, je suis parti. J'ai commencé à aller au Mali ou au Sénégal très tardivement. Et c'est assez marrant parce que je suis parti, mon propre chef, mon père a toujours eu peur qu'on puisse y aller. Il a eu pas forcément de très bonne expérience là-bas quand il a grandi. Il est arrivé en France quand il avait 16 ans. Donc il a quitté vraiment le village qui est Djunkoulanou, donc au Mali, quand il avait 15 ans. Donc par rapport à des difficultés familiales, etc., il fallait véritablement qu'il parte pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de la famille, père, mère, et puis ses petits frères et sœurs qui étaient donc restés. Et mon père a toujours eu peur qu'on puisse y aller. Il a toujours refusé ce qu'on puisse, pour le moment, ne serait-ce qu'aller au Mali ou au Sénégal. Mais quand j'avais 18 ans, sans le dire à mon père. Ah oui? Oui, sans le dire à mon père, mais avec l'aide d'un de mes grands cousins et oncles, j'y suis allé. J'ai fait croire à mon père que je partais en vacances en Tunisie. D'accord. Pas du tout. Et quand je l'ai appelé, j'étais au Sénégal. D'accord. Bizarrement, il était extrêmement content, il était même fier d'ailleurs. Ça l'avait elle avait laissé un blanc un petit peu au téléphone, mais par la suite, il était très content que j'y il n'était pas fâché que tu lui aies... Non, il n'était pas fâché, mais c'est vrai qu'il était un peu... Étonné. Il était très étonné. Mais par la suite, il était très content parce que j'étais quand même bien entouré. Après, c'est les conseils que les parents donnent toujours. Fais attention quand tu vas dans telle famille, etc. Mais j'étais quand même entouré. J'avais mes cousins qui sont français aussi, qui m'ont accompagné, et ça s'est extrêmement bien passé. Et c'est à partir de là. C'était ta première découverte de l'Afrique? C'était ma première découverte de l'Afrique. C'est à partir de là que je suis parti une fois, 2 fois. Et on peut dire que tu es tombé amoureux de l'Afrique à ce moment-là, ou Sincèrement, en toute sincérité, quel a été ton regard? Je m'y suis senti bien. Ouais. Vous savez, mis à part, moi je me suis toujours dit que quand je vais me marier, je sortirai du quartier et j'en partirai plus jamais dans un quartier. C'est ce que je me suis toujours dit.
Je ne vivrai plus dans un quartier. Parce que, pour plusieurs choses. La première, à partir du moment où vous habitez dans un quartier, vous êtes confronté à certaines choses de la vie qui font que ça peut très bien vous casser. On dit parfois l'habit ne fait pas le moine. Moi, le conseil que j'ai toujours demandé à certains de mes petits frères ou même à mes enfants aujourd'hui, c'est ne vous habillez pas comme d'une certaine manière qui fait qu'au final vous allez apporter un certain regard sur vous ou surtout un regard négatif sur vous. Comme je dis le plus souvent, vous pouvez très bien tomber sur un garçon très très gentil qui suit des études, qui fait pas d'histoire, mais qui est habillé comme un voleur. Vous voyez, qui est habillé survêt, basket, casquette. Vous êtes dans un quartier, la police qui va passer, faut pas se mentir. Soit ils vont vous regarder de très de travers, soit ils vont vous contrôler. Mais parce que notre tenue vestimentaire aussi fait que joue un rôle énormément. Vous pouvez être un très très bon garçon, mais ça joue. Vous voyez ce que je veux dire? La façon de parler, la façon de parler, exactement. Et moi, j'avais pas encore cette maturité-là pour le comprendre. Vous voyez? Et sauf que quand j'ai mis un pied en Afrique, j'ai eu vraiment une autre vision des choses à ce moment-là. Et cette vision de me dire, là, je me sens bien, d'aller dans un quartier. Vivre dans un quartier, c'est vous descendez de chez vous et vous avez directement en tête, en toute sincérité, instinctivement en fait, quel policier va venir m'embêter aujourd'hui? C'est ça, ou c'est quelle histoire est-ce qu'il va me tomber dessus? Vous voyez? Quel problème on va encore avoir? Quel problème est-ce qu'on va avoir? Alors que là-bas, on est vraiment dans un tout autre environnement. Il y a pas ce genre de soucis-là. Mais est-ce que tu as retrouvé quand même, parce qu'on sait que, bon, hormis effectivement les problématiques qu'on peut avoir dans les quartiers, il y a aussi quand même cet aspect un petit peu fraternel, un peu communautaire. On retrouve il y a eu ça. Des gens, en plus beaucoup dans les quartiers, on a aussi des communautés africaines, maghrébines, on est tous ensemble. Et il y a un peu cet esprit vivre ensemble. Est-ce que tu l'as retrouvé en Afrique ou pas? Non, en fait, moi, ce que j'ai retrouvé principalement en Afrique, c'est plutôt marrant parce que aussi, quand je suis arrivé, je me suis dit, oh, waouh, il n'y a que des gens comme moi. D'accord. Quand on est en France, il y a cette différence, on va pas se mentir. On se sent différent. Enfin, on nous fait déjà montrer que vous êtes différent. Français, mais différent. Vous voyez? Et c'est français différent où on pouvait comprendre que oui, français, mais Coco, t'es pas français. T'es pas français. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. On me l'a déjà dit et redit. Vous voyez? Et là-bas, ils font pas forcément cette différence. Ils savent que vous êtes né en France. Vous voyez, en étant jeune, donc ils font quand même assez attention, ils sont quand même assez cadrants sur ça. S'ils disent, bon bah c'est un enfant quand même de chez nous, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je sais qu'il y a pas mal de personnes à qui ça est arrivé, où ils sont repartis en Afrique, et ils avaient l'impression, d'ailleurs je sais que beaucoup l'ont exprimé, que ce soit des personnalités publiques ou autres, ils avaient l'impression d'être un peu dans le cul entre deux chaises, pour garder l'expression. C'est de dire que quand ils sont en Afrique, on les considère comme des Français, quand ils sont en France, on les considère comme des étrangers. Donc ils avaient l'impression de ne jamais être à leur place. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu peux dire que tu as aussi ressenti? Oui, parce que je l'ai ressenti, mais il faut aussi avoir un certain recul et se remettre en question. On ne peut pas avoir un comportement occidental en étant en Afrique et faire mine d'eux, on leur apprend tout, on leur apprend la vie. Tout à fait. Ouais, ce que je veux dire. C'est vrai. Eux-mêmes, ils ont un système de vie, eux-mêmes, ils ont une manière de réfléchir et de penser. Et ça m'est moi le premier, ça m'est déjà arrivé de venir et faire mine de... Enfin, on est en total décalage. Il faut pas venir en Afrique, par exemple, avec des vêtements américains je les un prends peu de haut. on va là-bas et on montre que c'est la belle vie, alors que là-bas, il y a un petit peu de difficulté, ce genre de choses aussi, c'est vrai. Inconsciemment, on va les prendre un petit peu de haut parce qu'on n'a pas eu on n'a pas été éduqués de la même manière, même si, franchement, au niveau de notre éducation avec les parents, il y a des similitudes, ok, mais on n'a pas été éduqués réellement de la même manière, on n'a pas la même façon de penser, mais il faut vraiment se remettre en question et se dire si c'est eux le problème ou si c'est nous. Mais véritablement, en fait, c'est nous le problème. Sincèrement, on vient en Afrique et puis on faire mine qu'on leur apprend la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, forcément, ça met un
Ça met un certain... Ça crée une distance. Ça crée une distance. Ouais. Ça crée une distance et parfois même une tension qui font qu'au final, en fait, la personne qui va venir en Afrique va se sentir limite un petit peu rejetée. Mais parce que justement, il ne se remet pas en question lui aussi. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous prenez une certaine maturité, vous vous remettez en question et là que vous vous dites, en fait, c'est moi qui va falloir que je sois un peu plus doux, qu'il faut aussi que je les comprenne. Travailler mon attitude. Que je travaille mon attitude. Et c'est puis ça va glisser comme de l'eau. Ouais, vous voyez, moi c'est un petit peu ça. Moi faut se fondre en fait dans le décor. Faut pas arriver avec sa mentalité d'occidental alors qu'on arrive en Afrique, effectivement s'habiller un peu comme à l'occidental. Il faut essayer d'être un peu comme les autres, quoi. Et le pire, qu'il y ait cette différence. Et le pire dans tout ça, c'est que quand au final, il y a une série de remises en question et qu'on change même de tenue vestimentaire, parce que là, on peut s'habiller à la cool. Oui. Vraiment à la cool. On va se dire que vous pouvez avoir votre petit Ramis, il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de regard bizarre. Donc et là, en fait, vous êtes tellement à l'aise. Vous fondez dans le décor. Mais nous, quand on arrive, instinctivement, on veut créer cette différence. Ouais. Parce que pas tout le monde a cette attitude, justement. Moi, j'en ai vu beaucoup qui viennent en mode, voilà, ils montrent, attention, je suis le gars qui vient de France. Surtout qu'on a plus d'argent par rapport au niveau de vie quand on y va. Donc, beaucoup d'immigrés, quand ils passent leurs vacances, ils aiment bien profiter, montrer à tout le monde qu'ils ont plus. Mais j'avais une question. Est-ce que toi, à un moment donné, tu avais entendu certaines choses par rapport à l'Afrique avant que tu y ailles à tes 18 ans et le fait que tu sois arrivé, quelque chose qui t'a marqué, tu dis, ah ouais, c'est pas vraiment comme on m'en avait parlé. Par exemple, peut-être on t'aurait dit en Afrique, tu vois, c'est très compliqué ces choses-là, et en fait, quand t'es arrivé, tu t'es dit, bah en fait. Oui, parce que j'ai eu des cousins qui sont partis bien avant, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, et ils n'ont pas forcément eu la très bonne expérience parce que leurs parents les envoyaient directement au village. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ils les font vraiment vivre, voilà, ben dedans. Et quand ils sont revenus, il ne faut pas que tu ailles au village, laisse tomber, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Donc, moi, dans un premier temps, de toute façon, j'étais donc à la capitale. Mais j'avais pas cette appréhension, j'avais pas cette peur de me dire parce que j'avais cette motivation de vouloir y aller. Je voulais voir ce que c'était réellement. Vous voyez, et surtout quand en plus on a un certain mal-être entre guillemets de comment est-ce qu'on se positionne dans la société française. Donc on veut voir ce qu'il y a ailleurs. Mais justement, pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, est-ce que toi tu avais quand même des a priori? Quand tu es allé là-bas, tu t'es dit par rapport à l'image que aussi l'Afrique est représentée aussi en France, en Occident, nous montrer, je sais pas, l'Afrique c'est pauvre, les gens ont pratiquement pas d'habits ou ce genre de choses. Cette image qu'on a de l'Afrique, surtout à cette époque où quand tu es parti, est-ce que toi tu avais ce genre d'a priori où tu t'es dit, et quand tu es arrivé là-bas, tu as dit ah non mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Alors c'est vrai que ça j'avais quand même un petit peu de me dire comment est-ce que ça va se passer, et franchement on se pose des questions assez bêtes. Est-ce qu'ils ont des toilettes? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas, enfin voilà, on sait pas, je n'en savais absolument rien et je pouvais poser des fois des questions comme ça à mon père, il me disait et les réponses, il me disait je sais pas ce que tu me racontes quand tu me poses des questions, et quand je suis arrivé, mais j'étais, voilà, quand on est curieux et qu'on n'a pas forcément vraiment d'appréhension, on se questionne, il y a des questionnements sur comment est-ce qu'ils vivent. Mais quand j'y suis arrivé, là, c'est là que j'étais très étonné de voir qu'au final, en fait, que c'est hyper bien passé. Après, je suis pas dans une grande exigence, je demande pas à être logé dans Ritz non plus. Dans du 5 étoiles, ouais. Voilà, dans du 5 étoiles. Donc, faut pas avoir une très grande exigence. Si on a de très grandes exigences et qu'on voit la moindre petite bête, faut rester en France. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais faut savoir où on va, là. On va en Afrique. Je dis pas que l'Afrique, c'est bon, c'est un état sauvage non plus. Mais voilà, quoi. Faut pas s'imaginer que c'est le grand luxe. Aujourd'hui, ça a changé depuis. Ça a énormément changé. D'ailleurs, on va y revenir là-dessus. On va rentrer dans notre grand thème qui est donc la remigration. Est-ce que tu peux nous amener parler un petit peu toi du sujet de remigration? En fait, il faut savoir que c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui arrive. Généralement, c'est les premières générations, les deuxièmes générations qui commencent un peu à retourner en Afrique, que ce soit au Maghreb ou Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un peu compliqué de trouver un peu tous les chiffres qui expliquent vraiment ça, mais en gros, de ce que j'ai pu trouver, en fait, ce que je vais vous donner, ça date entre 2020 et 2022, c'est que en France, on a environ 7,3 millions de citoyens français qui sont nés en France, mais qui ont au moins 1 ou 2 parents issus de l'immigration dans leur arbre généalogique. Au moins, il y a ces personnes-là, dont 42% de ces personnes viennent d'Afrique, que ce soit le Maghreb ou subsaharienne. Et en fait, c'est un peu compliqué à trouver parce que, bon, nous, issus d'Algérie, donc le Maghreb, je pense aussi au subsahariens, il y en a aussi, c'est qu'on a souvent aussi la double nationalité. Donc, on a les 2 passeports français et algériens, par exemple.
Et pas tout le monde là, il y en a qui ont aussi qu'une seule nationalité. Donc c'est vrai que ces chiffres-là, c'est un peu compliqué de se dire est-ce qu'il est parti uniquement pour les vacances? Parce qu'il y avait pas mal de chiffres sur le fait que les gens ils sont restés 1 an, voire 2 ans. Je sais pas, chez vous, je pense que ça se fait aussi. Chez nous, ça se faisait aussi où les enfants partaient pendant 4, 5 ans et puis revenaient finalement derrière. Donc, et il y a aussi la fameuse émigration nouvelle en Arabie Saoudite ou Dubaï aussi qui se fait. Donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ça, en 2021, il y a 45 000 immigrés qui ont quitté la France pour retourner dans leur pays. Et à titre de comparaison, de ces 45 000, il y a 131 000 personnes qui sont nées en France, avec des parents d'origine, etc., qui ont quitté, eux, le sol français pour aller dans un des pays de leur origine pour travailler là-bas. Beaucoup plus en fait. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont nées en France qui sont parties. C'est très intéressant ce qu'il amène là, parce qu'effectivement, moi je sais, bon, pour être aussi fils de pareil malgré, mais non, moi pareil comme toi, de la première génération, on va dire que nos parents, quand ils sont venus en France, ils avaient pour objectif de repartir. En fait, ils sont venus pour l'opportunité. Et puis bon, c'était la France coloniale, donc il y a ensuite eu des besoins en main-d'œuvre, qui a fait un appel d'air. Ils sont tous arrivés et avec l'objectif par la suite de construire quelque chose et puis mettre en même temps les enfants à l'école, etc., qu'ils ont une meilleure éducation et puis par la suite repartir dans leur pays. Donc il y a eu toujours cette notion de on est de passage. Mais donc du coup, dans ton chiffre là, on est plutôt sur un. Donc j'aurais pu penser plutôt que cette génération arrivée à un certain âge, ils sont tous repartis au pays. Finalement, pas tant que ça en fait. Non, pas tant que ça. Après, il y a toujours je suis tombé sur pas mal d'articles aussi de personnes qui pensaient retourner un peu, etc. Et en fait, je trouve, ce qui est important, c'est que ça commence à émerger chez les gens et ils commencent à se rendre compte de plein de choses parce que dans les faits, dans le pourquoi ils quittent la France, bah, souvent, comme là, on a le rapprochement familial, donc il y a encore de la famille, il y a les relations les raisons professionnelles, l'attachement culturel, il y a les conditions économiques, les facteurs socio-politiques et le sentiment d'appartenance. Donc on voit que plus on avance, plus les gens sont moins attachés à la France, ils ont besoin de ce retour aux sources, voilà, exactement. Ce qui fait que, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, qu'ils se sentent un peu à l'écart, un peu pas réellement français comme il est dit. Donc il y a ce besoin de vraiment se sentir à l'aise et ce départ dans les autres pays. Et ce qui est intéressant dans le chiffre qu'il a donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a pratiquement 2 ou 3 fois plus de personnes qui, par contre, du coup, eux sont nés en France. Qui sont nés en France, ouais. Et qui retournent, qui ont ce désir de retourner en Afrique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on t'a fait venir ici, parce que tu fais partie un petit peu de ce groupe de personnes qui ont pour objet, soit qui ont déjà initié leur retour, soit qui sont en projet de retour. Moi, ce que j'aurais aimé savoir déjà, c'est justement, toi, qu'est-ce qui t'a amené? Alors, on a bien compris que tu étais parti là-bas une première fois, que tu avais cette envie de connaître un peu le pays, que tu as vu, tu as été plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, que maintenant, mon avenir, il va se faire plus tard au pays? L'environnement en France. Oui. Vraiment l'environnement en France, je trouve qu'il est quand même assez compliqué. Que ce soit dans le milieu professionnel. Enfin, on va toujours revenir sur du fait que oui, les Maghrébins et les Noirs africains ont parfois du mal à trouver du boulot, etc., etc. Moi, je partirais vraiment dans un sens où, moi en tout cas dans mon domaine, dans le domaine social où je suis, ou dans d'autres domaines aussi, hein, professionnels, je sais que parfois c'est quand même assez compliqué. Le regard qu'on peut y avoir sur nous, ou que ce soit même dans la vie de tous les jours. Sincèrement, le regard, ce qu'on entend, ce qu'on y voit, comment le gouvernement français a un regard aussi sur nous. Ouais. Et c'est toujours de manière très négative. Les débats qu'on a autour de la nationalité. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la double nationalité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui... J'ai une double nationalité, oui, tout à fait, parce que c'est ce qui m'a moi aussi permis... Et qu'est-ce que tu penses des débats justement autour de ça? Il y a eu beaucoup de débats, notamment, les Français sont des doubles nationaux, etc., et qu'il faut avoir une seule nationalité. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touchait particulièrement? Le seul truc, c'est que vous voyez, il y a 2 volets. Ou dans le sens où... En France, à partir du moment où vous commencez à avoir une double nationalité, c'est que automatiquement, ils vous voient en se disant vous vous sentez pas français. Vous reniez un petit peu, voilà, la France vous a tout donné, comment vous pouvez avoir cette double nationalité, enlever la nationalité française et puis garder votre nationalité d'origine et ainsi de suite. Voilà, il y a un petit peu ce débat. Dès lors qu'on commence à parler de ça, c'est extrêmement mal vu.
Sauf que j'ai l'impression que ici en France, en fait, ils ont pas cette conscience de se dire, enfin, faut pas oublier, en fait, j'ai l'impression que ce qu'ils souhaitent, c'est on efface littéralement la culture, les origines de nos parents et qu'on se consacre littéralement que À la nouvelle culture à la nouvelle d'adoption. culture d'adoption, ce qui n'est pas possible. Ouais. C'est ce qui est strictement même D'ailleurs, pas possible. c'est ça un peu cette problématique qu'on a eue avec c'était aussi ce débat d'assimilation, l'assimilation, l'intégration et l'assimilation, de se dire que est-ce que être assimilé, est-ce que bien rentrer dans le corpus français, surtout pour les personnes qui sont nées en France, qui ont grandi en France, ils ont connu que la France, donc pour eux c'est des Français de base. Mais ils ont une culture, ils ont des traditions, ils ont une religion, ils ont plein de choses qui appartiennent à ce qu'ils sont aussi, qui font partie aussi de leur personnalité. Et c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui être un bon Français, ça veut dire qu'il faut devenir laïque, ne plus croire en une religion, ne plus accepter, ne plus avoir de culture, ne plus avoir de tradition. Est-ce que c'est adopter la tradition et la culture française? Est-ce que c'est ça vraiment être assimilé en France? Bah moi, j'ai surtout l'impression que l'interprétation de la laïcité du gouvernement est en décalage total avec les écrits. Ouais. Ouais, ce que je veux dire. Donc déjà, j'ai l'impression que déjà quand on va dans beaucoup d'institutions, la laïcité représente en grosso modo une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion. C'est une nouvelle religion. Donc oublie ta religion et concentre-toi à la laïcité. Bon, enfin, alors que la laïcité est censée être neutre en matière de religion. Donc c'est ça normalement c'est ça. La définition même de la laïcité, c'est la neutralité dans l'espace public, en tout cas, en matière de religion. Et là, on sent qu'on a l'impression qu'on essaye de nous faire... Après, c'est pas tout le monde qui est dans cet état d'esprit, bien sûr, c'est une certaine frange de la population française. Vous savez, je vous sortir une petite anecdote. Quand je suis rentré dans le milieu social, ne serait-ce que par exemple, je suis quelqu'un d'assez... je reste toujours très professionnel, je ne me raconte pas forcément ma vie privée, mais je ne le fais quasiment jamais. Et c'est au bout de, on va dire, 2 ans et demi qu'ils ont su que j'étais musulman. Mais durant ces 2 ans et demi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Vous voyez, j'en ai entendu, mais je passe au-dessus de ma tête, je ne calcule pas forcément. Tu ne faisais pas attention. Je ne faisais pas forcément, c'est pas que tu rentrais pas dans les débats. Mais je ne rentrais absolument pas dans les débats. Parce que justement, on accompagnait j'étais dans une structure, on accompagnait donc des jeunes filles, mineures. Et elles étaient de toute origine, de religions différentes. Mais dès lors que ça touchait la religion musulmane, je voyais bien que ça posait un très 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 gros problème. Mais vraiment un très gros problème. Jusqu'à ce que, oui, j'ai des collègues qui ont des propos pas du tout adaptés. Et je restais toujours dans une optique en me disant, oui, mais là, c'est pas forcément adapté. Enfin, voilà, là, sa religion, etc. Ouais, mais tu sais très bien, tout. Sauf que, voilà, j'avançais dans un milieu professionnel avec des collègues où même la conversation, même le prénom Mahamadou ne les interpellait pas. En se disant qu'il est musulman. Parce qu'ils étaient un petit peu dans leur but, je sais... Voilà, donc je les connais, donc je sais le pourquoi du comment. Mais jusqu'au jour où on devait tous faire un repas, ça tombait pendant le mois du Ramadan, donc il y avait un petit peu le repas donc, du travail, on devait tous manger au restaurant. Je leur ai dit non, aujourd'hui je vais pas manger, etc. Sauf que mon responsable que je connais, qui sait que je suis musulman, donc mes autres collègues insistaient, mais viens, on va quand même aller, on va tous ensemble, etc. Je lui dis non, je vais rester, j'ai autre chose à faire. Ce que n'est pas un mensonge, j'ai vraiment autre chose à faire. Et du coup, mon responsable me dit, tu vas pas venir, il jeune. Et là, pas. Ça a jeté un froid. Ça a jeté un froid. Une phrase qu'une de mes collègues a donc sortie, c'est non, pas toi. Oh, ok. Ah oui, il m'a dit, non, pas toi. Et là, je dis, comment ça, non, pas moi. Et là, elle dit, elle savait plus trop quoi dire. Elle m'a dit, bon, bah, ok, bah, tu manges pas, ok, bah, y a pas de problème. Et à partir de là, pendant un certain temps, c'était à une distance. Ah, ça, est-ce qu'il y a eu un moment donné, justement, après ces jours-là, est-ce que c'était vraiment tendu? C'était quoi ta relation avec eux? Bah, déjà, la relation, je vous dire en toute sincérité, c'est pour ça qu'on en revient de ce que je disais tout à l'heure. C'est que déjà, la relation, elle était assez... comment vous dire, pour trouver le mot approprié, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de vices dans cette relation parce que je sais comme ils me voyaient.
tout en sachant qu'ils savaient que j'étais pas diplômé. Ils étaient tous diplômés, sauf que, comme je disais, mon responsable me gardait, parce que je suis passé par une boîte d'intérim pour rentrer dans le travail où je suis, mais il fallait être diplômé. Mon responsable savait pertinemment que je n'étais pas diplômé, mais il me gardait parce qu'il disait, lui, il a un savoir-faire. Il a un savoir-faire, comment il parlait par aux jeunes, compétence. etc., par la compétence. Voilà, il me disait ça. Et il y avait ce petit truc où reste à ta place. Que enfin, ne le disais pas ouvertement, mais ça se ressentait. Et vous ajoutez à ça, là, c'était un peu plus compliqué. Je savais que c'était un petit peu plus compliqué. Là, par contre, mes compétences étaient remises en cause. Parfois, étaient vraiment remises en cause. Ils n'acceptaient pas forcément... il y a certaines choses que je faisais qu'ils n'acceptaient pas forcément, donc ils n'acceptaient pas, voilà, mais tant que ça restait professionnel, bon, voilà, mon responsable, il a dû remonter un petit peu les manches à plusieurs reprises à ce niveau-là. Alors, le jour où j'ai eu mes diplômes, ça s'est encore accentué. Et là, c'est encore plus compliqué. D'accord. Donc, tu sens qu'en fait, il y a quand même un impact de la religion dans ton parcours professionnel, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine bascule? Parce que moi, en tout cas, je sais que je peux le dire que je l'ai ressenti entre la période, on va dire, après, on va dire 11 septembre, où la vision a totalement changé, l'image que les musulmans reflétaient est totalement différente. Et est-ce que ça a joué? Et peut-être que c'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile à vivre au quotidien. Il faut savoir que la première fois où je suis parti, donc... au Sénégal, le jour où je suis revenu, c'était le jour du 11 septembre. D'accord. J'arrivais à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je voyais tout le monde pleurer, je ne comprenais pas. Mais je ne l'ai pas ressenti tout de suite, ça. Moi, je dirais, je ne l'ai pas ressenti tout de suite parce que, après, ça dépend où on se situe. Hein. Moi, enfin, il y a des choses que, à mon âge, à 18-19 ans, vous ne regardez pas forcément. Hein. Il y a des choses où vous dites, enfin voilà, il s'est passé telle et telle chose, mais voilà. Sauf que ça, je l'ai ressenti, pas tout de suite, vraiment des années après, je dirais. Des années après, parce que vous êtes dans le milieu professionnel, parce que là vous êtes plus dans vos études et là vous êtes confronté vraiment à un vrai public, vous voyez. Et là parfois oui vous le ressentiez, mais ce qui s'est vraiment bien accentué, où là c'était vraiment compliqué, c'est après le 15 novembre. Oui, c'est là ça. Là, le Bataclan, tout ça. Ah là, par contre, là on a ressenti quand même une véritable. Ça avait commencé avec Charlie un peu avant. Ouais, exactement. Un petit peu Charlie. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours ma société de transport. Et j'étais confronté, moi, à certains clients où je voyais bien que c'était compliqué. Hein. C'est même dans les transports. Hein. Moi, je les prenais pas. Mais j'avais des retours de certains clients que j'avais qui voulaient plus forcément prendre les transports. Le regard vers eux, il était très compliqué. Il y a eu un vrai traumatisme. Ouais, et ce traumatisme, oui, il s'est ressenti ensuite sur toute la population, et notamment, même je dirais plus la communauté, un peu plus communauté maghrébine, qui est assimilée beaucoup plus à l'islam, en fait, finalement, hein, parce que c'est eux qui sont un peu les porte-étendards. Le 11 novembre, c'était... C'est ça. Et effectivement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est... Et justement, tu dirais que... Alors, tout à l'heure, on a vu que tu parlais pour la remigration, qu'il y avait cette notion, donc tu avais été, que l'Afrique était pas mal, et que tu avais apprécié, que tu avais une autre vision, et que peut-être... Il y a aussi cette notion peut-être d'opportunité. Hein, oui, bien sûr, il y avait cette notion d'opportunité où on se disait qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Je dirais que comme une terre vierge, en fait. Comme s'il y avait énormément de choses à faire. Par rapport à ta vision, est-ce que c'est par rapport à ta vision de l'Occident, c'est-à-dire en France, le fait que tu as vécu en France, tu as vu toutes les choses qu'il y avait à faire ici en France et qu'on pouvait peut-être reproduire en Afrique, ou est-ce que c'est des choses que tu as vu que après faut savoir, moi j'ai toujours eu un petit esprit d'entrepreneuriat. D'accord. Donc moi j'ai toujours dit en France, oui, on peut monter des sociétés sans aucun souci. C'est pour moi en tout cas, c'est moins compliqué de monter une société, d'y faire son métier principal par rapport à ce qu'on monte, que d'aller travailler, prendre un CDI, etc. D'accord. Je me sens ici en France beaucoup mieux, oui, bien sûr, en France, je me sens beaucoup mieux dans l'entrepreneuriat que prendre un CDD ou un CDI. Là, si actuellement, bon là, j'entreprends, j'ai plusieurs choses, hein. Même j'ai d'autres projets encore à venir, mais si je reste vraiment dans le milieu social, parce que c'est une passion, véritablement, malgré les difficultés que je peux rencontrer avec certains collègues, etc. Ce qui m'a fait changer de structure d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans une autre structure qui fait que ça se passe plutôt bien, mais vraiment plutôt bien. Ils sont vraiment il faut dire que ça dépend vraiment de l'environnement, etc. Même si dans toutes les institutions du social, bien sûr qu'ils ont des problèmes. Bon, là, je viens d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça se passe plus ou moins bien.
contrairement à où je suis resté pendant 6 ans, mais parce que j'avais beaucoup de choses encore à apprendre et je voulais vraiment finaliser les choses et pas partir comme ça. Et est-ce que là, dans la nouvelle structure, directement, tu as dit que tu étais musulman, patati patata, ou là où tu as été très discret aussi de ce côté-là et tu pas laissé. Ce qui est bien, c'est que dans cette nouvelle asso, c'est qu'il y a une vraie diversité. Ce que je ne ressentais pas dans l'autre. Dans l'ancienne institution où j'étais, c'est une grosse association. Vraiment une très grosse association. Mais j'ai entendu les propos tels que quand il y avait une responsable qui devait être recrutée et qu'elle était d'origine maghrébine, ils ont pris une arabe. Quand c'était 2 responsables blacks qui étaient au-dessus d'eux et qui devaient être recrutés par rapport à différentes structures, c'est Black Panther. Vous voyez, il y en a pas. Malheureusement, c'est vraiment le. Je dis pas que c'est de manière générale, mais malheureusement, comme on le dit souvent, en fait, ceux qui font du bruit, et de manière négative, on les entend beaucoup. Oui, on les entend beaucoup plus que ceux qui sont plutôt discrets. Plus ceux qui acceptent les choses et qui sont plutôt discrets, ils font beaucoup de bruit, et c'est eux qui, en fait, malheureusement, en fait, ils font tellement de bruit qu'en fait, on les laisse faire tout ce bruit-là. Ça crée des groupes, ça crée des clans, ça crée une animosité, des tensions qui font qu'ils n'ont pas lieu d'être, et ceux qui sont plutôt discrets mais qui nous acceptent parfaitement, ils s'en mêlent pas forcément, et je les comprends aussi dans un certain sens, ils s'en mêlent pas forcément, mais nous on dit souvent, nous quand on se retrouve dans un milieu, on est un peu communautaire, on reste entre blacks, on reste entre maghrébins et ainsi de suite, dans le milieu professionnel ou autre, mais je suis désolé. Le vrai français juste fait exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se retrouver avec des personnes qui sont... moi, j'ai beaucoup de personnes, même ne serait-ce que dans le milieu social, qui votent de droite, mais tranquille. De l'extrême droite, surtout. Eh bien, eux qui ne s'assoutent... En fait, ils partagent pas forcément leur façon de voir les choses, mais étant donné qu'ils font partie, étant donné qu'ils se ressemblent entre eux, vous voyez ce que je veux dire, ils se ressemblent, forcément ils restent entre eux. Vous voyez ce que je veux dire. Et même si au final ils ne partagent pas forcément les mêmes idées. Vous voyez, ce qui se passe aussi chez les Maghrébins, ce qui se passe aussi chez les Africains noirs, on va se mentir. Il y a certaines choses, quand vous vous retrouvez dans un milieu, vous partagez pas forcément les mêmes idées, mais vous vous regroupez, ils font exactement la même chose. Et c'est là que vous vous sentez, et surtout quand c'est un milieu un peu discriminant. Vous voyez, ils ont des propos discriminants ou autres, et parfois c'est compliqué à pas forcément encaisser, mais soit au final vous vous révoltez et vous faites passer pour un sauvage de service. Vous voyez, soit au final c'est pas que vous vous laissez couler, mais moi ce qui m'a poussé c'est simplement, je me suis toujours dit, je vais faire mieux qu'eux. Vous voyez, et ils ont un petit peu le truc, c'est que tu sais travailler, c'est très bien. On a le même poste, on a les mêmes fonctions, mais reste à ta place. Je n'accepte pas que tu fasses mieux que moi. Il y a encore cette notion-là. C'est un peu de sorte de complexe où il est hors de question que la moindre petite chose font que au final. C'est quelque chose que tu as ressenti. Oui, bien sûr. Dans ton travail. Et tu as ressenti ça aussi en Afrique, par exemple? Peut-être que tu as travaillé dans un endroit où quelqu'un a dit si tu viens de telle France, tu dois être mieux, ou non, si tu viens de telle France, tu dois être moins. Justement, c'est eux qui ont des appréhensions. Dans le sens en se disant, il est français, ils sont bien conscients, ok, d'accord, on est né en France, il va essayer de montrer qu'il est mieux que nous. Mais dès lors, en fait, qu'on détend le truc et qu'au final, en fait, on se met pas au même niveau, mais que... Comment qu'on est ouvert, en fait. Qu'on est hyper ouvert et que on se ressemble énormément dans beaucoup de points parce qu'on a été éduqués presque de la même manière. Parce que mes parents... Qu'on les prend pas de haut. Qu'on les prend pas de haut, surtout qu'on les prend pas de haut, ça se détend. Et à partir de là, on peut donc... Et justement, la religion dans tout ça, est-ce que ça a eu un impact, déjà un impact dans ta vie et un impact dans ta décision de retourner au pays? Énormément. Déjà, dans un premier temps, ça a eu un impact... Toi, tu es musulman de base. Oui, je suis donc musulman de base. Donc moi, ça a eu un impact réellement dans le sens au niveau de mon comportement. Vous savez, on peut grandir dans la religion musulmane, avec certaines croyances et autres. Et puis quand on est confronté à certaines choses de la vie, à certaines difficultés... la religion, parfois, on le met un petit peu à gauche, et puis on réfléchit, ou on fait un petit peu selon nous, on a envie par rapport à l'action qu'on va mener, par rapport à la difficulté qu'on va rencontrer, on va se dire, je vais agir de telle et telle manière, sans pour autant se dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise. Mais c'est parce que ça nous a touché que ça nous a atteint. Moi, sans pour autant vous dire,
quand j'ai accepté donc Ahmadiyya en 2008, moi, c'est ce qui m'a permis, moi, personnellement, de voir les choses autrement. Mais vraiment, les voir les choses autrement. Et aussi un petit peu de les comprendre. De comprendre les personnes qui étaient discriminants. Parce qu'avant ça, t'avais des difficultés, t'étais un peu, peut-être tu gardais ça en toi. J'étais un peu rageux. Ouais. J'étais un peu rageux dans le sens où je me disais, je ferais mieux que, de toute façon, ils sont comme ci, ils sont comme cela, ouais. etc. Voilà. Sauf que là, ils ne savent pas. Vous voyez, ils savent pas forcément. T'étais plus dans la compréhension. La compréhension. Et dans le fait de plus que dans le côté, justement, l'incompréhension et le côté, voilà, j'ai un peu la haine, il m'aime pas, etc. Et donc, du coup, tu faisais un écart. Et là, c'est beaucoup plus cette ouverture. C'était compliqué. C'est pour ça que je dis que ça, c'était quand même assez compliqué. C'était là où c'était compliqué. Mais comme je dis, bien après, quand j'ai une autre vision, j'avais un regard différent. Et en se disant, si je me mettais à leur place, comment est-ce que moi je réagirais réellement. Je ne sais pas réellement, je ne suis pas à leur place, mais je pouvais, dans un certain sens, un peu comprendre. Ouais. Mais pour... un peu d'empathie. Voilà, il y avait aussi un petit peu d'empathie. Donc D'accord, je comprends. Et donc du coup, quand on disait que la religion a un impact, est-ce que... parce que je sais que on pourra le dire aussi en termes de remigration, il y a beaucoup de remigration... souvent dû à la religion, notamment. Ouais. Beaucoup disent qu'ils veulent repartir dans des pays, notamment musulmans, pour pouvoir faire leur religion. Être plus à l'aise, prier, sans se cacher, sans... Exactement. Alors par contre, il y a beaucoup, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans ta chronique, qu'il y a beaucoup de remigration aussi qui se fait même pas forcément en Afrique, mais en Arabie Saoudite ou dans des pays... c'est ça. Arabie Saoudite, Dubaï, etc. Voilà, Dubaï. Ouais. Et là, on peut dire que c'est clairement pour la religion que les gens vont là-bas. Toi, quelle part ça a joué? Est-ce que toi, tu es parti là-bas en Afrique parce que, c'est tes origines. 2, c'est parce que tu veux pouvoir, c'est un pays musulman, donc tu veux pouvoir exercer ta religion, tranquille, on va dire. Et 3, ou est-ce que c'est des opportunités business? Alors, comment tu situerais les 3? Alors, moi, dans un premier temps, moi, c'était pas véritablement sur l'aspect religieux, parce que moi, l'aspect religieux, je le dis en toute sincérité, moi, je pars toujours dans ce principe où c'est du domaine privé. Je suis pas là à aller au travail, sur le vocabulaire que je peux employer, qui font référence à la religion, ou leur parler de religion ou autre. Tu fais pas de prosélytisme. Je fais pas de prosélytisme, non, je n'en fais absolument pas. Moi, je pratique ma religion, et puis, voilà. Dans la sphère privée. Dans la sphère privée. Après, moi, là, c'était plus sur un sentiment de bien-être. Toute sincérité. Je dis pas que je me sens tellement mal en France qu'il faut que je quitte la France. C'est pas véritablement ça. À un moment donné, c'était ça, en toute sincérité. Là, aujourd'hui, c'est comme je dis, c'est comme en fait, je me suis extrait un petit peu vraiment du système. J'essaie de m'expliquer dans le sens où, quand on est ancré vraiment dans un milieu professionnel, en fait, tout se relie à la grande population française. À un moment donné, en étant de connotation étrangère, on ne va pas se sentir bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Un peu exclu, un peu marginalisé. Voilà, exactement. Moi, j'entreprends. Du fait que j'entreprends, on ne ressent pas véritablement les mêmes choses. Tu sens que le regard est différent. Le regard est différent. Les gens que vous côtoyez sont différents. C'est pas les mêmes personnes. Je côtoie pas la même population. D'accord. En tout cas, dans ce que je fais, je côtoie pas la même population. Et ensuite, il y a des opportunités de business en Afrique qui font qu'en toute sincérité, je peux vous donner un exemple. Vous construisez un immeuble ici en France qui va vous coûter des millions d'euros. Quand je dis 10 millions, c'est vraiment des millions d'euros. Et pour que chaque appartement, je sais pas, je dis ça comme ça, va vous revenir à 800 euros pour chaque appartement. Encore, sans après payer les impôts et tout ce qui s'ensuit derrière. Vous allez au Mali, vous allez au Sénégal, en l'occurrence au Sénégal, vous faites un immeuble de 4 étages avec 2 appartements par étage. Ça va vous coûter, en tout et pour tout, avec finition ou autre, allez, on va dire, à grand maximum 150 000 euros. OK ? Vous allez louer chaque appartement approximativement presque le même prix que vous l'aurez à peu près en France. C'est vrai ? Ah ouais.
quasiment. Ça dépend un peu de la location, de l'endroit. De l'endroit de la location. Oui, Si la vous êtes capitale malin, ou- voilà, moi je parle de la capitale. Après, il y a des quartiers qui font qu'au final, la location est plus difficile. C'est comme en France. La location est plus ou moins élevée ou plus bas par rapport au quartier où vous êtes. Mais vous vous sortez très très bien. Sauf que les taxes qu'ils sont afférées ne sont absolument pas les mêmes. Ouais. Quand Donc il vous en reste beaucoup plus. Par exemple, il vous en ici, reste on va rester largement peut-être beaucoup 30 ou plus, ça n'a 40%. Là-bas, il va vous rester non, effectivement non, 80%. 80-90%, ça n'a strictement rien à voir. Je sais que peut-être dans 30 ans, ils vont vraiment mettre un système de taxes sur l'immobilier. Ce qui existe, hein, elle n'est pas hyper élevée. Vous voyez? Ce qui fait qu'au final, en fait, vous vous en sortez, mais largement plus. Enfin, vous allez acheter un appartement ici à France qui va vous coûter 200 000 euros, alors que avec ces 200 000 euros-là, vous allez acheter peut-être un immeuble. Vous allez construire un immeuble. Ouais, ça n'a rien à voir. Et Et puis derrière, est-ce que, la rentabilité. Parce que tu avais dit ton père, est-ce que ton père après il a été retourné quand toi t'as été ou pas? Non. Non. Mon père, lui, ce qui lui porte défaut, c'est comme je vous ai dit, il est arrivé en France quand il avait 16 ans. Il ne savait pas parler pas du tout français, à part le bonjour. Absolument pas. Il s'est très très vite intégré. Très rapidement, dès qu'il est arrivé en France, il est rentré dans un système où ils l'ont mis dans une scolarité pour qu'il puisse apprendre le français, etc. Donc il est d'abord en stage pour la mairie de Paris, et par la suite, après son stage, là, après, une fois qu'il a eu 18 ans, il a travaillé pour la mairie de Paris, et ensuite il a été boucher pendant le reste de sa carrière. Mais il est reparti en Afrique quand il avait encore ses parents, en l'occurrence son père, où il était très 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 attaché à son père. Quand son père est décédé, il n'est plus reparti. Ah, peut-être qu'il y a eu une cassure avec. Il y avait avec toujours le sa mère, donc il était toujours très en lien avec sa mère, mais depuis quasiment ma naissance, il n'est pas reparti au pays. Ah oui. Ma mère si, mais pas mon père. C'est très rare ça. C'est très très rare. Ce qui se passe là, c'est très très rare. Ça se produit quasiment jamais, même si on essaie de le tirer. On essaie de le tirer. Est-ce que tu te dis pas des fois, avec tout ce que toi t'as vécu et tout, si ton père t'arrivait à le ramener avec toi, peut-être il se sentirait mieux, la mentalité peut-être différente et tout, et genre vraiment il s'est intégré au point que Ce sont des propositions qu'on lui a fait depuis. Viens, on y va ensemble. Dernièrement, il était censé y retourner avec mes deux petits frères qui sont maintenant grands, ils ont une trentaine d'années. Il était censé repartir avec eux. Et malheureusement, il y a eu, là au Mali, très récemment, ce petit conflit entre la France et le Mali, petit conflit politique qui fait qu'au final, ça l'a énormément freiné. Mais il était dans l'optique de pouvoir revenir juste pour aller repartir pour voir. Et justement, quand tu parlais tout à l'heure qu'il ne parlait pas français, à la maison, vous avez toujours parlé. Alors, mon père, il faut savoir que quand mon père parlait avec ma mère, il parlait dans leur langue latine, donc le Mali, en l'occurrence en soninké. C'est des Et mon père, en fait, a toujours voulu aussi perfectionner son français. Donc, il perfectionnait son français avec ses enfants. D'accord. Donc, forcément, quand il nous parlait, c'était en français. Parce qu'il perfectionnait. Nous répondait en français. Notre mère, qui a grandi au Sénégal, nous parlait Wolof, donc on comprend plus le Wolof que le soninké en l'occurrence. Mais mes parents parlent constamment soninké ensemble. D'accord. Et toi, est-ce que tu parles soninké? Non. Là, c'est très compliqué. Même chez nous, c'est beaucoup comme ça. Hein. C'est compliqué. Ma femme le parle parfaitement comme si elle était née au bled. Pourtant, c'est une Française d'ici, etc. Parce que, après, son père, il a une méthode que, franchement, que je qualifierais de, franchement, c'est très bien ce qu'il a fait. Parce que il savait que ses enfants menaient l'instruction française. Donc, il se disait, les deux seules langues qu'il accepte, qu'il parle à la maison, c'était l'arabe et le soninké. Ok. C'était donc ces deux langues. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il voulait que cette langue reste. C'était donc, ça fait partie des racines, ça fait partie de... Mais justement, c'est très bien ce que tu dis, parce que d'ailleurs, ça m'amène à une autre question par rapport à justement ton intégration quand tu es parti au pays. Mais nous, j'ai vécu un peu la même situation, c'est-à-dire qu'en tant que fils d'immigré, on a eu cette notion où les parents parlent entre eux dans leur langue. Mais avec nous, alors peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, pour améliorer le français, donc ils parlaient en français, mais ils avaient aussi cette deuxième problématique, c'est de se dire, si je leur parle dans leur langue d'origine, ils vont avoir des difficultés à l'école, etc., d'adaptation, et qui fait qu'ils nous ont parlé en français. Ce qui fait que la problématique, c'est que du coup, on parle pas très bien notre langue d'origine, et quand on part au pays, on se fait un peu charrier sur ça. Je me suis fait charrier. Parce que toi, surtout, Mali... je veux dire, en toute sincérité, moi, quasiment sur toute mon adolescence, on me l'a rabâché.
Ouais. Mais pourquoi tu parles pas soninké? Mais comment ça se fait? Donc, j'ai dû raconter. Oh, mais ton père, il a mal fait. Patati, patata. Mais il faut bien savoir que dans la capitale, ils parlent quasiment tous français. D'accord. C'est quand on s'éloigne un petit peu, où c'est compliqué. C'est vraiment au village. Mais ce regard de se dire, ah oui, c'est le français. C'est le français de base. Ouais, je te veux dire, il parle pas sa langue, c'est le français de base. C'est pas notre fiston qui sait parler, je dirais que ça, c'est un peu aussi, on peut le comprendre aussi, même ici en France, en l'occurrence, c'est-à-dire que à l'heure des charges, c'est que si au pays, on est en Afrique et qu'on a du mal à parler la langue du pays, bah forcément on fait un peu étranger, on peut pas s'assimiler, on peut pas rentrer vraiment. Alors ici en France, si on parle pas très bien français, c'est pareil, on aura des difficultés à s'assimiler, c'est un petit peu logique dans l'idée. Après ça, c'est vrai que ça c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que qu'en France, le vocabulaire compte beaucoup dans le milieu professionnel. Ouais. Il compte énormément. Il y en a certains qui en ont pas forcément conscience, mais ça compte beaucoup sur l'intégration et comment ils nous voient. Parce qu'ils se disent, ils sont nés en France, mais ils parlent d'une manière, banlieusard. Vous voyez? Et ça s'assimile tout de suite. Je me dis, lui déjà. Ouais, l'image de la reflète n'est pas. Exactement. Moi, j'ai eu la chance où ça, je l'ai compris assez tôt. J'ai eu cette chance-là et pas de me dire, c'est pas à 30 ans que je l'ai donc compris. Hein. Ça, je l'ai quand même compris assez tôt parce que sur le regard que. Enfin, moi, je fais quand même assez attention à comment est-ce que les gens nous perçoivent. Je fais quand même, je sais pas pourquoi, mais je fais quand même assez attention à ça. Parce que j'essaie toujours d'amener dans le sens où qu'ils arrêtent de nous regarder d'une manière négative. Casser l'image qu'ils ont de nous de base. Voilà, c'est plus dans ça. Et aujourd'hui, même si au final, je fais quand même assez attention à ça, on le ressent toujours, comme je dis. Hein. On ressent toujours Et comme je dis, il y a des choses de la vie qui font que ça complique encore. Comme je dis, les événements, les attentats, tout ce qui s'ensuit. Tout ça, des fois, c'est même plus... il ne fait même plus de l'assimilation à la religion. Ils font de l'assimilation du fait que vous êtes étranger. Ils vous mettent dans des cases directement. Ils vous mettent directement Et j'avais une question sur les motivations de... par exemple, quand tu es par exemple au pays, parce que des fois, ça arrive des fois, parce qu'on avait souvent les parents, on disait, même nous, quand on était plus jeunes, on disait... Ok, on travaille, puis arrivé à un certain âge, à la retraite, on partira au pays, on passera la retraite là-bas, etc. Mais est-ce que, toi qui es entrepreneur et qui commence à faire des choses là-bas, il n'y a pas aussi un sentiment de ok, mes parents, ils ont sacrifié des choses, ils ont quitté leur pays pour venir aider à rebâtir la France. S'ils seraient restés là-bas, peut-être que le pays serait fait d'une autre manière. Donc moi, je retourne là-bas pour refaire ce que mes parents n'ont pas pu faire vu qu'ils étaient en France pour le faire justement. Aider à bâtir le pays en fait. Mon père nous a bien fait comprendre quand il était plus jeune, que quand il est venu en France, c'est parce qu'en fait, il nous disait quand il est sorti du village à 15 ans, on s'imagine 15 ans c'est extrêmement jeune, il avait peur. Il avait peur, mais il n'avait pas le choix. Voilà ce qu'il me disait. Il dit, j'avais peur, mais j'avais pas le choix. C'était soit je partais pour pouvoir faire vivre la famille, soit au moment donné, ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc, il n'avait pas ce choix-là. Nous, on a ce choix. On a ce choix de pouvoir rester ou de pouvoir partir. Sauf que mon père, lui, il n'est pas parti du bled pour pouvoir reconstruire quelque chose au bled. Lui, c'était vraiment, il est parti parce que c'était une nécessité de pouvoir se nourrir. Comme de la survie. Comme de la survie. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'avait pas cette notion de se dire, je pars pour aller construire quelque chose à l'étranger, un peu comme l'Eldorado, quoi, un peu comme la ruée vers l'or. Non. Non, il n'était pas. Il y en a certains qui étaient dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, mais mon père n'était pas du tout dans cet esprit-là. Et c'est vrai que ça l'a plutôt, même encore aujourd'hui, ça l'étonne encore d'ailleurs que je suis souvent à l'étranger, que ce soit au Mali et au Sénégal, et il me l'a déjà dit, il en est même très très fier. Hein. Il se dit, mon fils, il va souvent dans son pays d'origine, il s'y sent bien, et lui-même, il y a quelque chose qui lui bloque, mais je ne sais pas. Et tu as des frères et sœurs? Non, on est 7 frères et sœurs. Et est-ce qu'eux, ils sont dans la même éthique politique? Avant, non. D'accord. Avant, ils étaient, comme la grande majorité des enfants d'immigrés, ils sont ici, enfin, ils cherchent pas leur vie ici, ils cherchent pas trop de bâtir quelque chose. Exactement, ils cherchent pas trop à aller plus loin que leur nez. Ils se disent, écoutez, je travaille, je touche mon salaire, je vais au travail, je rentre chez moi. Enfin, et maintenant, tu sens un changement ici, maintenant? Mes frères et sœurs ont commencé à changer depuis ces 6-7 dernières années. Tu penses que c'est à peu près pour les mêmes raisons?
Moi, je pense plutôt qu'ils ont commencé à aller en Afrique depuis ces 10 dernières années et qu'ils se sont sentis mieux, Les accepter ou... mieux acceptés. C'est intéressant parce que c'est vrai que je pense qu'il y a encore sur l'Afrique, de manière générale, pour la diaspora, une image encore un petit peu biaisée de la réalité et qui fait qu'ils pensent que c'est toujours compliqué, si on y va, ça va être difficile, etc. Oui. Et quand ils y vont, Aujourd'hui. dans les situations réelles et qu'ils s'aperçoivent que finalement, on peut y être très bien, hein, on peut y vivre bien, et même quelquefois mieux qu'en Europe. C'est là qu'il y a des velléités de se dire pourquoi pas s'installer. On y vit bien, on y vit même très très bien. Sur ce que, à partir du moment, voilà, après c'est une question de motivation, c'est une question de travailler. Bon, certes, ici en France, travailler, faire des économies pour pouvoir monter des projets, ne serait-ce qu'à l'étranger, oui. À partir du moment où les projets sont montés, ça peut aller très très vite. Donc on peut se constituer une retraite assez confortable. Il y a aussi peut-être aussi la baisse du niveau de vie en France. Il y a aussi l'inflation. Il faut l'ajouter. Oui, bien sûr. Ça joue énormément. Ah, je pense qu'aujourd'hui, on sait que les classes moyennes, et on l'a vu, notamment avec toutes les problématiques qu'il y a pu avoir avec les gilets jaunes et autres, toutes les révoltes qui s'est pu faire ces derniers temps, et on sait que le niveau de vie des classes moyennes notamment, et je pense que la plupart de la diaspora sont dans cette on va dire cette marge de la population, donc les classes moyennes, c'est largement baissé en termes de revenus, et ce qui fait que même s'ils travaillent, même s'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des salaires, c'est la difficulté de la vie, de tout le monde, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ils ont de très grandes difficultés, moi j'en connais plein, qui sont dans ce cadre-là, où ils travaillent, ils ont leur salaire, ils ont leurs factures, ils ont leurs enfants, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais. Et quand on parle de salaire, je vous parle pas du SMIC à 1 300 €. Oui, ils ont des salaires à 1700, 1008, 1009. Ouais, 2000 euros par mois. Et même là, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, avec l'inflation en plus. C'est même très très compliqué. À ton avis, qu'est-ce qui les retient Moi, je pense que ce qui les retient principalement, c'est que c'est la même mauvaise vision qu'ils ont de l'Afrique. On a un certain confort ici en France qui font qu'on se dit, si on quitte, on n'aura pas forcément ce confort. Exactement. Vous voyez ? Et ça, c'est ça qui les retient. Ça leur fait peur. Ils se disent, non. Enfin voilà, les gens du bled, je sais très bien comment ils sont. Oh, j'ai pas envie de et peut-être aussi effectivement, peut-être se dire aussi que, est-ce qu'ils se disent pas peut-être aussi que ils ont une mentalité qui est totalement différente de la mentalité du pays et qu'ils n'arriveront pas à. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas se mettre au même niveau, mais de les comprendre. Vous voyez ? Et pas forcément se placer au-dessus de leur tête en se disant, regardez, je suis mieux que vous. Et peut-être avoir un regard aussi qui est différent du regard purement occidental, et peut-être avoir un regard maintenant de l'autre côté, quoi, de se dire voilà, maintenant je vais regarder mais de la vision comme quelqu'un qui est en Afrique, avec les difficultés de l'Afrique, avec les difficultés, avec toutes les ressources, et de voir comment on peut vivre là-bas pour pouvoir mieux s'adapter. Le seul truc, c'est que nous on a une force, c'est qu'on a une double culture. Donc on a été élevé à l'africaine aussi, vous voyez, et on a été aussi élevé à l'africaine, donc c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on découvrait réellement. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on va en Afrique, on va retrouver quasiment presque les mêmes choses au niveau de comment ils vivent, de la manière dont ils sont dans leur quotidien. On retrouve beaucoup ça chez nous. Donc c'est pas comme si il y avait un grand décalage. C'est simplement en fait le confort qu'on s'y instaure, le confort qu'on s'impose. Ouais. On voit exactement la même chose. Ne serait-ce qu'on va en Afrique, ce que je peux comprendre. Mais il faut comprendre qu'on est dans un autre... On est dans un autre pays et qu'on peut très bien s'intégrer, mais c'est... Est-ce qu'on peut dire aussi que l'Afrique a tendance aussi un peu à s'occidentaliser ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique a changé d'un point de vue... Alors, pour le mieux, on sait qu'elle a changé. Est-ce qu'elle a changé pour le mieux ? Elle est en train de s'occidentaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que quand même... le confort, on va dire de manière claire, que ce soit parler de toilettes tout à l'heure, on parlait du confort basique. Même pour les courses, il y a beaucoup de carrefours et tout qui s'ouvrent au Maroc. Vous allez aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal que j'ai connu dans la fin des années 90 et le Sénégal de maintenant, c'est un grand fossé. Ouais. C'est incroyable. Surtout le Sénégal, tous ces pays-là. Ça a évolué, mais on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je sais que j'y avais été également. Vous avez même un endroit qui s'appelle la baie des milliardaires. Il y a vraiment des milliardaires. Donc là, donc on est vraiment sur quelque chose qui est totalement différent. Mais justement, la part de la religion là-dedans. La part de la religion en Afrique, en l'occurrence au Sénégal, c'est un pays
qui est basé vraiment sur la religion. Ce qui voudrait dire qu'il y a certes des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, ils s'entendent très très bien. Il y a Ça des vit bien églises, il y a ensemble? des Ah oui, ça lit très très bien ensemble, hein, sans aucun problème. Mais il y a beaucoup de, comment vous dire, il y a différentes croyances. Différentes croyances, ils vivent très très bien tous ensemble. On a plus d'autres qui sont plus en majorité, mais bon, là-bas, vous vivez votre religion, mais pleinement. Et sincèrement, Donc là, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez à Dubaï, vous voulez prier ne serait-ce que sur le bord de la rue, il n'y a aucun problème. Au Sénégal ou au Mali, c'est exactement la même chose. Vous vivez pleinement votre religion. Pas besoin d'aller, comme je disais, pas besoin de forcément... Je suis allé à Dubaï. Hein. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais c'est pas chez moi. Ouais, je veux dire, moi, quand je parle de chez moi, je vous parle du Mali, du Sénégal, de la France aussi, parce que j'y suis né, j'y ai grandi. Mais question de religion, non. On peut pratiquer tranquillement sa oui. religion. Oui. Donc ça peut être une véritable... En plus, c'est important parce que tu as dit que n'importe quelle religion, c'est-à-dire que ce soit chrétien, musulman, etc. Alors qu'ici, il y a quand même cette séparation de religion qui fait que même au sein du travail ou même dans le quotidien, ça sépare. Alors que là-bas, qu'on soit vraiment chrétien ou vraiment musulman ou peu importe, etc., tout le monde, il y a ce vivre ensemble qui reste de base et cette mentalité qui fait qu'on est ensemble. Quoi. Après, ce qui est bien, c'est que vraiment... les entreprises au Sénégal, par exemple, se sont vraiment greffées à la population, dans le sens où ils savent que le vendredi, c'est Jumu'ah. Le vendredi après-midi, ils ne vont pas travailler. Quand il y a carême pour les chrétiens, là aussi, il y a des dispositions qui sont mises en place. D'accord. Toutes les religions voilà. Ouais, je veux dire, c'est pas... sont bien représentées. Il y a un endroit, d'ailleurs, qui me faisait penser, qui est plutôt pas en Afrique, mais La Réunion est très connue pour ça. Cette mixité où vous avez plusieurs religions qui sont ensemble. Vous pouvez avoir aussi bien les Indiens, les Hindous, donc vous avez les Français, vous avez les musulmans, et tout ça, on respecte, on va dire, la religion de chacun, et tout se fait en harmonie. Oui, tout se fait en harmonie. Ça, on peut le retrouver. Mais est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on sait qu'il y a eu des déstabilisations ces derniers temps, notamment avec l'arrivée des djihadistes, etc., qui sont venus surtout au Mali, au nord du Mali. Est-ce que ça, on le ressent aussi en Afrique, cette tension? Je veux dire en toute sincérité, ces tensions sociales. Ce qu'on peut entendre ici, là, en France, sur le djihadisme, sur le nord du Mali ou autre, quand vous allez au Mali, c'est vraiment un... Vous n'avez même pas l'impression que ça existe, quoi. Vous êtes... Je vais même pas rentrer dans ce que le gouvernement dit, ce que les médias disent sur le nord du Mali ou autre, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement malien sont dans le nord du Mali. Ils ont récupéré le nord du Mali et ils ont découvert énormément de choses dans le nord du Mali et ils se sont très vite compris qu'ils se sont fait duper sur beaucoup de choses. Malheureusement pour eux, ils se sont fait duper pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils avancent très très bien. Là, ils sont dans le nord du Mali, ils exploitent leurs propres ressources et c'est très bien. Ils savent que ça va mettre du temps à pouvoir avancer. Et d'ailleurs, je sais pertinemment que d'ici pendant ces 10 prochaines années, le Mali va exploser, ce qui est sûr et certain. Mais histoire de djihadistes, etc., à un moment donné, on a des discours... à un moment donné, je pense que des discours ont été faits aussi pour que le Mali reste au plus bas, reste où ils sont. On a un peu diabolisé certaines parties, faire peur aux gens. La population, en l'occurrence l'armée française et l'armée malienne, était dans l'interdiction d'aller dans le nord du Mali. Était vraiment véritablement dans l'interdiction d'aller dans le nord du Mali parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux, qu'il fallait pas qu'ils y aillent, qu'il fallait conserver aussi une certaine armée. Voilà, ils faisaient preuve de bienveillance, mais ils se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir. D'accord. Ils se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir. Et là, actuellement, ils sont au nord du Mali. Ils sont au nord du Mali. Là, actuellement, l'armée malienne, avec les Russes, avec l'aide des Russes, sont dans le nord du Mali. Ils ont acheté certaines technologies pour pouvoir sécuriser le territoire et aussi profiter aussi de leurs propres ressources. Donc là, ils sont en train d'exploiter tout ce qui est l'or. Ils ont acheté des machines au Burkina Faso pour exploiter l'or, l'uranium, le pétrole. Ça va prendre du temps. Et est-ce que justement, un peu ce changement, on va dire, de paradigme où on a maintenant, on parlait avant de la France Afrique, voilà, le Mali en faisait partie intégrante, et on sent que maintenant il y a des pays qui commencent, il n'y a pas que le Mali, il y a le Burkina, on a vu le Niger, des pays qui commencent à se soulever et qui
qui disent non, voilà, on veut exploiter nos propres ressources. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que ça aussi, ça joue un petit peu dans ton esprit de remigration ou c'est totalement à part? Non, je dirais que moi, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Je ne vais pas vous mentir, je ne pensais pas. Je ne pensais même pas le vivre durant mon temps. Je pensais que le Mali allait encore être sur la Coupe de la France pendant encore des années, et je serais déjà installé au Sénégal, et peut-être vieux, et qu'au final, ce serait toujours ça. Mais quand j'ai vu qu'en fait que tout s'est enchaîné d'un coup, ça m'a fait, pas vous mentir, ça m'a fait plaisir parce que j'aurais voulu que le Mali vraiment elle avance. Et c'est ce qui m'a orienté vers le Sénégal. C'est parce que justement le Mali était bloqué. Il était bloqué, même sur les autres opportunités, ils étaient bloqués par rapport à certaines choses, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas avancer. Là aujourd'hui, question immobilière, ça commence à exploser. Il y a énormément de choses qui ont commencé à exploser, ne serait-ce qu'au Mali. Et là, on en discute justement avec ma femme à voir si... Il y a une brèche qui peut... parce que le seul problème qu'il y a aussi là actuellement, c'est aussi la politique, l'immigration qu'il y a aussi au Mali. Là, actuellement, j'ai un passeport français. Voilà, j'ai un passeport français, j'ai un passeport sénégalais. Je prends mon passeport français pour aller au Mali, je ne peux pas. Ils ont bloqué tout ce qui est visa, même pas. Ils n'autorisent aucun visa, rien. C'est grosso modo, ils ont expliqué que les Maliens de l'extérieur, qui sont d'origine malienne, vous voulez venir au Mali, et ben il va falloir que vous forciez à prendre une double nationalité, que vous fassiez un passeport malien pour pouvoir revenir sur le terre de vos parents. Ce qui n'est pas plus mal. Mais ce qui peut poser aussi un autre problème, c'est qu'ici, on sait le problème avec les doubles nationalités et on sait le problème que ça va poser ici en France. On ne dit pas directement, mais c'est plutôt indirectement où on nous dit vous avez une double nationalité, fais une bêtise et au final, en fait, on t'enlève ta nationalité et puis on repart dans ton pays d'origine. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça quand même on tend vers ça. Hein. Oui, voilà, on tend vers ça, mais vous voyez, ça, ce que je dis, c'est que cet argument représente véritablement en fait le ressenti qu'on pouvait y avoir depuis qu'on est petit, dans le sens où on n'appartient pas vraiment à cette terre. On n'est pas vraiment français. À partir du moment où on vous renvoie à ça, j'ai mon droit, je peux prendre une double nationalité si je veux en prendre une triple. Je pense qu'il y a par exemple des gens qui habitent en France, qui sont de nationalité française mais d'origine espagnole, et qui peuvent prendre la nationalité espagnole. Bien sûr qu'ils peuvent prendre la nationalité. Après, on parle de bêtises, mais après, on doit tous respecter les lois, françaises. Ça, j'en disconviens absolument pas, ce qui est tout à fait normal, etc. Parce que c'est... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous renvoie à ça. Ça suffira pas. Même si tout le monde respecte les lois, tout le monde respecte ceci, ils vont toujours pousser le bout jusqu'à marquer vraiment une différence. C'est ça que c'est le problème, parce qu'en fait, il y a un manque d'humanisme. En fait, il se base pas sur l'être humain en lui-même, mais plus ce qui monte. Parce que moi, j'avais été vivre pendant un moment en Australie, et là-bas, non, c'est complètement différent. Il y a des gens qui, on peut voir une femme voilée, qui est à côté quelqu'un qui a une croix, qui est à côté de quelqu'un qui est non-croyant, et ils se basent vraiment sur l'humain pour rester les gens ensemble. C'est pour ça qu'il y a autant d'Indonésiens, de Malaisiens qui restent vivre là-bas, même s'ils font plusieurs allers-retours, et ça pose aucun souci. Mais la France et l'Afrique, c'est là où on voit vraiment c'est là où il y a vraiment un problème entre les deux, en fait, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis que là, cet argument-là nous renvoie véritablement à ça. Enfin, je peux vous sortir plein d'anecdotes qui font qu'en final, en fait, on n'est pas logé, mais pas du tout à la même enseigne, mais absolument pas. Là aujourd'hui, comme je dis, là, je vais avoir mes 43 ans. J'avais encore, j'avais encore 40 ans. Une fois j'étais avec j'avais un 4x4, je roulais là dans le 78 à Poissy, il était peut-être 22h, j'étais avec mes deux filles à l'arrière, je me fais interpeller donc par une voiture de police. Une de mes filles, pendant que je roulais, en fait, elle avait enlevé sa ceinture de son siège auto. Et donc le policier, et en plus, comme on a deux véhicules à la maison, il m'arrive souvent de récupérer aussi le véhicule de ma femme conduire, et j'avais laissé la carte grise j'avais laissé la carte grise, on s'échange les véhicules des fois. Attends, tu as besoin de ce véhicule, prends-le, et moi je prends l'autre, et ainsi de suite. Sauf que là, je n'avais pas les papiers, mais ils ont une application qui peut vérifier si le véhicule est en règle, etc. Donc le policier me demande les papiers, et là je lui dis, ça me revient tout de suite que j'avais laissé les papiers dans l'autre véhicule. Et je lui dis, franchement, sincèrement, en fait, je les ai pas sur moi, mais j'ai ma pièce d'identité. Mais j'ai laissé la petite pochette, il y a mon permis, enfin, etc. dedans. Et le policier regarde sa collègue, il dit laisse tomber, il a même pas ses papiers, celui-là. Donc il me demande de descendre. Je dis bon, il reste dans son truc. Puis je dis c'est pas grave. Donc je lui demande de descendre, donc je descends du véhicule.
Et là, il me dit, vous avez pas, je lui montre ma pièce d'identité. Bon, il constate bien que j'ai mon permis de conduire. Il regarde la plaque, ils ont une application pour voir que la voiture est assurée, le véhicule est donc à mon nom, etc. Et puis il se dirige à l'arrière du véhicule. Il ouvre là, il me dit, oui, comme c'est verrouillé, il me dit, est-ce que vous pouvez le déverrouiller? Qu'est-ce qu'il veut regarder? Donc il déverrouille, il regarde mes enfants, il dit, vous savez que votre père est un irresponsable. Et là, je referme la porte du véhicule. Et je lui dis, mais vous jouez à quoi? Ouais, les gens comme vous, vous avez jamais vos papiers sur vous. Je me suis dit, bon, peut-être que le policier, il a peut-être passé une mauvaise journée, je sais pas. Je me suis dit, et je lui dis, non, mais parce qu'on, et de là, il me dit, oui, vous allez vider ce que vous avez dans votre poche, vous allez donc écarter là, mon collègue va vous faire une palpation de truc. Je lui dis, j'ai 40 ans, et j'en suis encore à là. J'ai vu des contrôles passer par là, enfin, de d'identité, enfin voilà. Ouais. Mais, il n'y a pas d'évolution, entre mes 20 ans et mes 40 ans. Je me dis, en fait, ils ont toujours ce regard de me parler comme si j'avais son âge. Alors que j'étais plus, ça se voyait, il avait peut-être 27, 28 ans, le type, je lui donnais même pas 30 ans, même pas. Mais, et je me suis dit, cette manière condescendante. En fait. Voilà, cette manière condescendante. Ça vous a ramené à... C'est même pas que ça m'a ramené, mais déjà, c'est pas que ça faisait très longtemps que je me suis pas fait contrôler. Je vais pas vous mentir, je me fais contrôler peut-être... Pas vous mentir, j'ai un certain véhicule qui fait qu'au final, je me fais contrôler, je me dis, bon... Mais il y a toujours quand je me fais contrôler, vous prenez vos clés, vous les mettez sur le tableau de bord. Mais à quelle heure vous me demandez ça? Vous croyez que je vais faire quoi? Enfin non, je veux voir votre clé sur le... Oui, mais c'est une voiture sans contact. Oui, mais vous me les sortez quand même, vous me les mettez sur le tableau de bord. Est-ce que vous pouvez descendre du véhicule? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre coffre? Je me suis dit, mais même à 50 ans, en fait, ils vont me sortir la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça. Ça fait partie des choses qui font que vous dites, en fait, vous vous sentez pas bien ici. Ouais, je veux dire, parce qu'il y a toujours ce regard. Mais je pense que une fois, j'ai discuté avec un policier qui m'a dit, en fait, c'est parce qu'en fait, on a peur. C'est-à-dire, on a peur de vous. On a peur, on a une certaine peur qui fait qu'au final, en fait, on essaie de se mettre en sécurité. Et je dis, mais peur par rapport à peut-être l'image que renvoie. Voilà, c'est cette image-là. Les jeunes de quartier. Les jeunes de quartier, vous pouvez avoir 40 ans, avoir une... Après, c'est vrai que vestimentaire ou autre. À la décharge de ces gens, on a du mal à voir... on voit des jeunes, surtout les nouvelles générations, ils sont souvent assez grands, etc. On a du mal à faire les distinctions d'âge. Vous pouvez voir des jeunes, surtout les personnes issues de l'Afrique, on a l'impression ils ont 20 ans, 25 ans, alors qu'ils ont 40, 45 ans. Oui, c'est vrai. C'est très difficile de voir l'âge. Mais ce que je disais dans le début, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Je ne m'habille pas d'une certaine manière qui font que ça va être... vous pouvez avoir cette impression de se dire, lui, ça se trouve... Enfin, il va peut-être commettre un crime de la manière dont il est habillé. Donc, même si vous changez de tenue vestimentaire, mais c'est un plus. C'est juste que je me dis, enfin, il y aura toujours ce petit truc-là, ce regard-là, la manière dont vous parlez. Ça peut amener à cette frustration qui peut se dire que j'ai envie de vivre une vie un peu plus paisible, un peu plus tranquille, où je me sens on me regarde pas de travers. On me regarde pas. C'est pour ça que c'est pour ça que je te disais que ce soit dans le milieu professionnel. Ou dans ta vie, dans ton lieu de vie, où tu vis, le regard qu'on a sur toi, quand tu sors dans la rue, le regard qu'on a sur toi, la manière dont tu es traité, quand tu vas dans une banque, quand tu vas ne serait-ce qu'ouvrir un compte. Moi, je me rappelle que quand j'ai ouvert ma société, j'ai dû passer à la 3e banque pour que je puisse ouvrir mon compte professionnel. D'accord. Ah oui. Mais pourquoi? Parce que je me rappelle encore du premier. Je lui donne donc mon chèque de dépôt, qui va par rapport à certaines licences préfectorales, ils l'ont encaissé, mais pour pouvoir m'ouvrir le compte, au bout de 3 semaines, il me dit, ouais, ma directrice n'a toujours pas signé les papiers pour l'ouverture de compte. Donc je suis passé entre-temps dans une autre banque, dont je lui ai expliqué. Il m'a dit, ouais, faut les comprendre, en ce moment c'est un peu compliqué, etc. Je sais qu'il y a des petits problèmes. Je lui ai dit, mais quel petit problème? Toujours pas compris. Je passe dans une 3e banque, et cette 3e banque-là, elle me dit, non, ils ont simplement pas envie et ils ont pas été honnêtes avec vous. Moi, si je veux vous l'ouvrir, je vous l'ouvre tout de suite, vous déposez votre dépôt de garantie, puis je vous signe le chèque, et puis c'est fini. Donc j'ai dû aller à la banque, la première, pour récupérer mes sous. Là, ils m'ont fait un chèque de banque tout de suite. Ils m'ont dit, tenez, je vous fais un chèque des banques. En grosso modo, ça voulait dire, partez. Donc ils m'ont fait mon chèque de banque, et puis je suis parti à un an, vous voyez. Mais même ça,
Même ça. Vous voyez, Ça, c'est un vrai, tout. c'est des petits trucs qui peuvent... Ce sont des détails qui de notre vie, dans le quotidien, qui font en fait, ça devient qui rend insupportable et qui devient insupportable au fur et à mesure. Et puis même pour tes enfants, après tu penses pour tes enfants, souvent on a l'image du quartier, j'ai pas trop envie que mes enfants grandissent dans ce quartier-là, vu comment ça a changé. Mais après en soi, après tout ce que tu as vécu, tu dis bah mes enfants, j'ai pas envie qu'ils souffrent pareil pour la France, etc. etc. Et peut-être ailleurs ils seront plus à l'aise. On arrive maintenant bientôt sur la fin de cette émission, c'était vraiment très intéressant, hein. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience. La dernière question que j'amènerais, c'est plutôt, est-ce que tu as l'impression que justement c'est aussi un peu le climat ambiant, parce qu'on voit aussi, tu n'es pas le seul à avoir cette vision de repartir en Afrique. Même d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnalités, hein, des célébrités, des personnes voilà, très connues qui ont décidé de repartir en Afrique. Bon, parmi certains, même des panafricains, voilà, sans rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de personnalités très très connues dans le monde du spectacle ou dans le monde de la musique ou autres qui repartent en Afrique et qui disent que il faut y retourner. Est-ce que on n'a pas la sensation aussi qu'on est en train d'avoir une sorte de changement de paradigme où, même demain, ça serait peut-être même des Français qui vont aller en Afrique. Oh, ça se fait déjà. C'est ça, je veux dire. Quand je prends l'avion, pour s'installer, pour y vivre. Oui, bien sûr. Quand je prends l'avion pour aller au Sénégal, faut pas croire. Hein. Il y a au moins, plus de la moitié de l'avion. C'est pas des Noirs sénégalais africains. Ouais. Ah non. Plus de la moitié de l'avion, ce sont des Français qui vivent au Sénégal et qui travaillent au Sénégal. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnalités publiques qui ont... Et moi, je l'ai appris au fur et à mesure du temps, à chaque fois que j'allais au Sénégal, que telle personne a sa maison ici, que telle personne a sa maison ici, que leur femme, qui est française, vit au Sénégal. D'accord. Ah oui. Donc lui, il fait ses films, etc. Sans citer son nom, il fait ses films, etc. Hein. Mais il vient très souvent au Sénégal. Et ses copains, qui sont aussi de personnalités publiques, ont construit leur maison au Sénégal et autres, en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie ou autres. Hein. Ah oui, non, il y en a énormément qui ne restent pas que en France, mais où leurs familles vivent au Sénégal. Ouais. Et ils ont une instruction. Ils ont leur instruction au Sénégal, parce qu'il y a des écoles françaises, américaines, anglaises au Sénégal, voilà. Mais qui suivent une scolarité là-bas. Ben, c'était en tout cas magnifique. C'était magnifique. Merci beaucoup Mamadou Kanté de nous avoir fait partager de ton expérience. C'est moi qui vous remercie. Et on a pu voir un petit peu effectivement redresser un petit peu le tableau de la situation, hein, de voir que la remigration commence à être un sujet. C'est vraiment très récent, hein, je pense, et aussi parce que c'est normal, on est première, deuxième génération d'immigrés français, donc ces questions commencent à se poser au sein de ces personnes, de se dire est-ce que je vais retourner en Afrique ou est-ce que je reste en France, voilà, vivre ma vie. Et effectivement, il y a aussi toute cette notion de climat, cette difficulté qu'on ressent au quotidien, et toutes ces choses qu'on a vues ensemble, la religion aussi qui peut jouer, qui peut être un aspect. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un pilote de notre émission. On voulait lancer. T'as été donc le premier, on va dire, à baptiser cette émission sur le panafricanisme et notamment sur les problèmes, les polémiques, les difficultés. On va être amené aussi à engager des débats, hein, notamment au cours de ces émissions. On verra, on parlera un petit peu. Bien sûr, de l'aspect de la religion, de l'Afrique, des problématiques qu'on a en Afrique, les dictatures qu'il peut y avoir, voilà, tout plein de sujets. Je pense que l'Afrique, il y a plein de choses à voir et ça peut être hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, hein, et de vous abonner à notre chaîne MTA et nous donner un petit peu de force. Hein. L'objectif, c'est justement de vous enrichir de plus en plus de contenu, de choses intéressantes, de faire venir des invités tous de plus en plus intéressants les uns que les autres et de nous faire partager un petit peu de leur expérience. J'espère en tout cas qu'on a été à la hauteur. Merci beaucoup Brahim de m'avoir accompagné dans cette émission. Les questions étaient très intéressantes, l'expérience était très intéressante, très enrichissante et j'espère que ça a été perçu de la même manière pour les personnes qui sont là et qui nous regarderont. Et bien sûr, mettez vos commentaires s'il y a des choses qu'on peut améliorer, arranger, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, ce sera avec plaisir. Jazakallah Hassan Jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam.